Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, là, je crois qu'on arrive vers la dernière partie, le dernier tiers, si on peut dire, de la saison 3. Déjà, comme vous le savez, on fait des 26 épisodes par saison, donc on s'en met déjà vers la fin. Là. Mais officiellement, c'est assez simple, c'est à la fin de l'année 2021. On est quand même pas trop fou d'avoir fait ça aux 26 épisodes et donc à chaque demi-année. On vous fait je pense, un des podcasts les plus d'actualité. Là. Vous allez voir, les deux sujets sont quand même assez importants et impliquent en grande partie, ou expliquent en grande partie ce qui se passe présentement au niveau des marchés boursiers. Là, vous avez vu, on est un petit peu dans le retour de la volatilité en ce magnifique début d'automne. Mais avant d'entamer tout ça, je vais te laisser, Gab, faire le petit disclaimer parce qu'on parle beaucoup de compagnies listées, beaucoup d'implications, effectivement, là, sur les portefeuilles de tout le monde, là, en parlant des marchés boursiers comme aujourd'hui. Donc, c'est très important de le faire aujourd'hui. Oui, puis ça concernera plus la section, je dois t'avouer, au son de la cloche, puisque c'est vrai qu'on va encore une fois mentionner des actions, etc., des titres. Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est évidemment, ça prendre avec des pincettes, faites-vous vos propres jugements, et puis tout ce qu'on dit, évidemment, c'est pas une recommandation, évidemment, officielle de placement, donc évidemment, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier avec votre portefeuille ou à propos de votre situation financière personnelle, vous serez plus à l'aise, du coup, de pouvoir prendre les bonnes décisions après une consultation, je pense. J'en profite, je te remercie vraiment, JP, pour les deux sujets, parce que moi-même, avant que tu m'aies proposé les sujets, j'avais pensé aussi à ces derniers, là, donc je pense que ça va être très intéressant, puis je pense on a quand même pas mal de contenu, donc un épisode, on va essayer quand même de le garder quand même compressé, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, là, je dois t'avouer, sur ce sujet-là. Je pense qu'on est prêt, du coup, à lancer le jingle. Absolument, donc partons sans force avec l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet de la semaine et qui est aussi le sujet de l'heure et le sujet des 2 prochaines semaines également. On veut parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis présentement. Là. Vous avez probablement entendu parler. Là, après, on dirait qu'à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, du moins, on parle toujours d'un élément qui explique pourquoi est-ce que les marchés boursiers sont hyper volatiles. C'était Evergrande la semaine passée. Cette semaine, on veut parler un peu de la fameuse date butoir, là, l'espèce de X-date, comme ils mentionnent au niveau des États-Unis, au niveau là, du moment où les États-Unis n'auraient plus la capacité de payer leurs dettes. En fait, c'est que les Américains se retrouvent un peu dans une impasse sur le fait que, et ça vous l'avez peut-être vu il y a de ça quelques mois, la limitation au niveau des emprunts a été remise en place. Donc, ça avait été retiré depuis quelques temps. Il faut s'entendre que c'était favorable durant la COVID. Donc, le gouvernement américain, le Trésor américain pouvait émettre des nouveaux bons, émettre de la nouvelle dette pour financer leurs activités. C'était assez courant, il n'y avait pas de limitation. Depuis le retour de cette limitation-là, on voyait un peu venir le moment où on allait arriver à une impasse, comme c'est le cas présentement, dans lequel le Congrès allait devoir déterminer est-ce qu'on augmente cette limitation-là ou est-ce qu'on l'annule, tout simplement, ou bien est-ce qu'on la maintient comme ça et le gouvernement se retrouve dans un problème complet de dire on ne peut plus émettre de nouvelles dettes, on ne peut plus payer des services qui sont quand même assez critiques et on se retrouve en quelque sorte en défaut de paiement, ce qui implique, et ça c'est ce qui est fou parce qu'on dirait qu'on va en parler quand même beaucoup aujourd'hui, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mentions qui sont faites tant que ça sur le fait que si les États-Unis se retrouvent à arriver, je pense que c'est le 18, si je ne me trompe pas, le 18 octobre, cette fameuse date-là qui est encore une fois une hypothèse, là, c'est difficile à calculer, mais si on se retrouve avec ça, les États-Unis font un défaut de paiement, c'est une crise économique mondiale qui débute. Là. Donc c'est ce que je trouve absolument passionnant, on dirait qu'on prend pour acquis que c'est de petites guéguerres électorales-là entre les républicains et les démocrates, Gab, tu pourras en parler sous peu, là, au niveau du Congrès, vont toujours se solver d'une certaine manière. C'est un petit peu l'hypothèse que tout le monde se fait, mais d'une certaine manière, la conclusion possible, c'est les États-Unis ne payent pas leurs dettes, ne peuvent plus payer pour la majorité de leurs services et pour la majorité des programmes sociaux. Il y a un défaut de paiement, il y a une crise mondiale et la fin de 2021 change complètement de préalable et de préavis, les prévisions, il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est pour ça que je te passe ta parole, Gab, si tu veux peut-être en parler un peu plus, mais on va y aller un petit peu également politique parce que c'est quelque chose qui arrive trop souvent, des espèces de guéguerres entre partis et tout ça sur un fondement électoral pur et dur et que ça impacte, encore une fois, ça pourrait impacter des vies là, de manière assez drastique comme c'est le cas présentement. Ouais, puis c'est vrai que c'est une situation assez particulière, si tu veux, je pense, qui est la raison principale, si tu veux, de la mauvaise forme des marchés cette semaine, puisque la plupart des places boursières, évidemment, étaient en déclin et à la fermeture vendredi. Là, donc, même s'il y a eu un petit rebond dans la dernière séance de vendredi, la plupart des indices, évidemment, étaient dans le rouge, en particulier, évidemment,
les marchés nord-américains et surtout les secteurs, je te dirais, qui étaient beaucoup plus agressifs, entre guillemets, beaucoup plus aussi sujets évidemment à plus les stocks croissance, les growth stocks. Par exemple, tu vois, par exemple, le S&P, je pense, a perdu au total moins 2,1, je pense, cette semaine. Le Nasdaq, je pense, était à moins 3,1. Puis tu veux, je crois que c'est en Europe, le choc était encore plus important avec moins 3,7% pour la semaine. Ce qui est quand même une semaine plutôt mauvaise. C'est sûr que historiquement, par rapport évidemment au creux des marchés Covid en 2020, c'est pas grand-chose. C'est quand même été une séance qui a donné pas mal de surfroid entre Evergrande déjà qui a pas mal inquiété les investisseurs. Cette histoire évidemment avec le fameux debt ceiling, donc le plafond de dette en fait qui en fait est voté en fait par durant le budget en fait annuel des États-Unis. Donc ça fonctionne un peu comme dans n'importe quel budget qui est voté dans les parlements à travers le monde. Tu as une limite en fait de dette que le gouvernement peut emprunter. Et cette dette-là, évidemment, avec les programmes sociaux tels qu'on a connus pendant la Covid, évidemment, explose. J'ai l'impression qu'il y a une tendance de plus en plus avec les gouvernements, notamment les gouvernements européens, pour le coup, où on est dans un horizon où les taux sont tellement bas que c'est un peu le buffet à volonté, en fait. On dépense des milliards et des milliards, évidemment, sans compter, et sans prendre conscience, évidemment, que, déjà, tu peux pas faire n'importe quoi, évidemment, avec la dette. On parle de plus en plus, et peut-être c'est quelque chose qu'on reviendra un peu plus tard durant notre conversation, là, mais j'entends de plus en plus de politiciens, notamment de plusieurs bords politiques, mais notamment du côté très très à droite, puis du côté très à gauche, qui nous racontent on pourrait ne pas payer la dette Covid. Évidemment, c'est faux. C'est sûr qu'un défaut de paiement a des conséquences catastrophiques, surtout un gouvernement qui, et je pense, l'organisme qui est censé qui doit garantir, si tu veux, la confiance des investisseurs. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors évidemment, un défaut de paiement serait catastrophique et aurait des conséquences non seulement sur les marchés des obligations, bien évidemment, mais ils auraient évidemment des conséquences sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, etc. Bref, je pense pas que ça arrivera. Après, pour revenir un peu sur le contexte américain, si tu m'excuses, je divague un peu, mais au niveau du contexte américain, de ce que j'ai compris, encore une fois, et puis c'est assez complexe, je dois être assez franc. On a dépassé en fait les limites en fait qui sont données, puis d'habitude, c'est sûr que c'est plus une question de principe qu'on va juste l'augmenter. J'ai l'impression qu'il y a quand même une bataille politique qui se fait à Washington, justement, entre du côté du clan des démocrates, qui quand même a la majorité dans les deux chambres par le jeu, évidemment, du vice-président au niveau du Sénat. Mais même du côté démocrate, si tu veux, les conservateurs parmi les démocrates n'aiment pas trop, si tu veux, cette tendance qui est de dire on donne des chèques gratuitement sans prendre conscience évidemment que tout ça a un impact futur, c'est un fardeau financier futur. Là. Ben exact, et puis tu sais, on dirait qu'on réalise pas, puis j'avais sorti quelques stats, là, mais tu sais, Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor, encore une fois, qui est une femme très respectée là, dans le monde de l'économie et de la finance, faut le dire, mentionnait qu'en moyenne, le cash flow, en bon anglais, à chaque jour que le gouvernement américain dépense, c'est 50 milliards de dollars à chaque jour. En général, c'est quelque chose qui, en temps normal, est relativement stable. Encore une fois, c'est dur de dire stable quand on parle de 50 milliards, là, mais c'est pour vous donner une idée que maintenant, en temps de COVID, elle mentionnait que parfois, ça peut aller jusqu'à 300 milliards de dollars par jour. Donc, tu sais, une marge entre 50 milliards et 300 milliards, à un certain point, certaines personnes vont dire c'est des milliards, mais c'est énorme quand on considère que le gouvernement doit trouver une manière d'obtenir ce cash-là. Tu sais, c'est pas de l'impression de billets qu'ils font, encore une fois, principalement par la dette, principalement par les revenus également des taxes. Mais ce qu'ils mentionnaient, c'est qu'il y a une fluctuation énorme sur ce que le gouvernement doit dépenser, mais les taxes et impôts qu'ils obtiennent en contrepartie pour le gouvernement américain, c'est en fluctuation également pendant la COVID. Donc c'est un contexte qui est absolument amplifié par rapport à d'habitude. Comme je dis, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un clash entre les républicains et les démocrates sur X, Y, Z lié au financement du gouvernement. Ça arrive quasiment à chaque tour électoral, malheureusement, aux États-Unis. C'est un clash continu. C'est un pays qui, encore une fois, est de plus en plus divisé. On fera pas un segment politique, là, mais vous le savez mieux que nous-mêmes. Mais on se retrouve encore une fois avec un contexte amplifié par la COVID qui fait en sorte qu'il y a autant les revenus que les dépenses du gouvernement américain sont instables et sont durs à planifier. Ce que je trouve encore plus intéressant, et ça c'est ce qu'on a mentionné, c'est
la manière dont on peut voir les choses, encore une fois, qu'on soit plus, qu'on ait plus une tendance démocrate ou républicaine selon l'idéologie américaine, on peut quand même mentionner qu'il y a quand même il y a une prise de parti épouvantable sur le fait que les démocrates et les républicains sont sur un standstill, là, sont mis dans une position où aucun des deux ne veut plier. Ils veulent utiliser ce clash-là pour obtenir des concessions sur d'autres éléments. On parle d'un bill d'infrastructure énorme que Biden essaie de mettre en place. Il y a des concessions qu'on tente de faire sur d'autres choses. Donc, la résolution risque d'amener à terme à ce qu'un des deux va plier pour réussir à mettre en place ce ceiling-là, cette augmentation de ceiling-là, ou cette annulation de ceiling-là complet, peu importe, mais que le gouvernement ne va pas se retrouver en défaut. Par contre, c'est vraiment ce clash-là que je trouve, à un certain point, devient inutile, parce que les guerres à Washington DC, les guerres parce que les élections de mi-mandat s'en viennent, les guerres parce que Biden joue son avenir politique avec toutes les crises qu'il y a eu dans les derniers mois, et de l'autre côté, les républicains qui essaient de mettre la table le plus possible pour peut-être aller récupérer le Sénat ou aller récupérer le Congrès et mettre la table pour les prochaines élections présidentielles. Je trouve que ça devient fou un petit peu parce que littéralement, et on le rappelle, et c'est un petit peu une trame, je trouve qu'on mentionne depuis quelques épisodes sur plusieurs sujets qui touchent les États-Unis, mais les États-Unis sont supposés être le gendarme mondial. T'sais, qu'on parle de l'épisode des sous-marins ou de cet épisode-là, on retrouve maintenant une Amérique qui est beaucoup moins stable d'une certaine manière pour l'ensemble des pays du monde. Si les États-Unis font un mauvais move sur ce qui se passe présentement, tout le monde est affecté, pas seulement les États-Unis. Donc, c'est ce qui m'inquiète un peu, et c'est ce que ce sujet-là m'amène à amener, c'est on risque de se reparler puis de faire un petit topo rapide dans un épisode autour du 18 pour dire que ça s'est réglé. C'est ce qu'on s'attend concrètement, c'est ce que moi, personnellement, je m'attends. Par contre, je trouve ça fou de dire que l'ensemble du monde a des impacts présentement sur les États-Unis. C'est dur de savoir quel est réellement l'échéancier des États-Unis à l'extérieur de leur pays. Ils sont prêts à presque détruire leur propre économie juste pour avoir des concessions de quelques centaines de millions de dollars sur un bill d'infrastructure. Moi, je trouve ça absolument fou de voir ça. Et encore une fois, en tant que Canadien qui dépend, et on l'a déjà dit, la politique américaine est plus importante que la politique canadienne à un certain niveau pour moi en tant que Canadien, et Gab bientôt en tant que Canadien également. C'est un peu triste de se dire, nos alliés principaux sont tellement instables qu'on peut plus vraiment se fier sur eux autres. Et que ce soit Donald Trump et les républicains au pouvoir, qui on s'entend c'était instable complètement, ou bien Biden et les démocrates, que c'est supposé être plus stable, mais que ce n'est pas tant que ça, on se retrouve avec une option négative ou une option négative. Mais c'est jamais positif, on dirait, pour les autres pays. La France en a subi, le Canada et le reste du monde pourraient en subir présentement, tout ça pour que des politiciens de Washington puissent avoir raison et puissent peut-être aller chercher un peu de capital politique et des followers sur Twitter. Je trouve ça un petit peu triste. Oui, puis on voit une présidence, si tu veux, Biden qui commence déjà, si tu veux, être en côté montagne russe. Hein. On avait vu il y a quelques mois, on disait que justement Biden, ça fonctionnait bien, le retour de la croissance, les taux de vaccination qui commencent à progresser. Là, finalement, les mauvaises nouvelles commencent à arriver déjà, si tu veux, par rapport à justement ce conflit politique. Faut juste préciser, en revanche, le défaut, c'est pas, on utilise le terme défaut, ce n'est pas un défaut de paiement sur les obligations, attention, hein, mais c'est juste que le gouvernement pourrait être en fait en défaut sur ses engagements en gros financiers. Donc c'est comme il sera sur ses obligations, mais dans un autre sens. Voilà, exact. C'est un peu comme si vous étiez employé d'une entreprise, puis vous attendez, vous avez votre paye le premier du mois, bah la paye elle arrive pas quoi. C'est un peu, ce serait un peu dommage. Évidemment, on souhaite pas ça, mais vous le savez qu'aux États-Unis, ce qui peut arriver aussi, c'est ce qu'on appelle le fameux shutdown, hein, qui est où en gros, bah, l'administration ne fonctionne plus, les fonctionnaires ne travaillent pas. Et c'est quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois hein, dans l'histoire américaine, même assez récemment. Faut aussi préciser évidemment que le texte en fait est pour le moment il est passé à la Chambre des représentants, mais il n'est pas passé au niveau du Sénat, où il faut avouer la majorité est assez dure à obtenir puisqu'on est à 50-50, hein, vous savez. Il y a 100 sénateurs aux États-Unis qui sont élus tous les 6 ans, si je me souviens bien, et c'est un tiers tous les 6 ans, donc les démocrates ont réussi à avoir un 50e siège parce qu'ils ont gagné les deux élections sénatoriales dans l'état de la Géorgie, donc ce qui leur a permis d'être à égalité. Mais souvent, quand il y a égalité, il y a le vice-président qui fait office de président du Sénat, qui en l'occurrence est Kamala Harris, qui permet de trancher. Mais c'est vrai que c'est toujours très difficile et on revient toujours à un problème central de la politique américaine qui est le bipartisanisme, hein, tout simplement, qui est le fait que les politiciens sont de plus en plus détestés, je pense, et c'est une tendance, je pense, assez mondiale, en fait, plus généralement, où
on fait beaucoup de promesses de campagne, pas beaucoup d'actions, puis finalement c'est plus de la guéguerre, si tu veux, à savoir, ouais, c'est toi le méchant, ah, c'est moi qui ai raison, et au lieu de travailler, si tu veux, dans l'intérêt commun du peuple, en fait, qui est, je pense, le... Alors là, ça fait un peu film d'amour, film... Ouais. ça fait un peu... Mais c'est le fondement des gouvernements, encore une fois, puis c'est vraiment le débat politique de dire, puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut parler en off également, puis on s'entend là-dessus de dire, ben, dans la trame actuelle, c'est dur de dire que dans 20 ans, les États-Unis seraient différents, dans la mesure où il y a une scission, que c'est du 51-49 au niveau des votes pour un parti et pour l'autre, tant que c'est un système à deux partis, tant qu'on le mentionnait à l'époque, les extrêmes restent dans un seul et même parti, que ce soit à la droite ou à la gauche, ben, on se retrouve un petit peu dans une impasse où, comme tu as dit, ben, personne n'a réellement intérêt à travailler pour l'autre, personne n'a réellement intérêt, puis je dis pas que le système canadien est mieux, mais le système canadien, il y a tellement de l'eau dans le vin de chaque parti au final qu'ils vont arriver à des choses pareilles, que ce soit les libéraux ou les conservateurs qui sont au pouvoir. C'est ce que je trouve triste aux États-Unis, et comme on l'a dit, ça amène le fait que ben, c'est instable pour tout le monde et pour l'ensemble du monde. C'est ça que je trouve un peu fou, c'est de dire la politique canadienne, à la limite, ce serait séparée à 100%, tout le monde s'en fout. Ça n'aura pas d'impact en France, ça n'aura pas d'impact en Inde, ni en Australie. Mais les États-Unis, du jour au lendemain, la personne au Chili ou la personne qui vit en Corée du Sud se retrouve impactée par les décisions qui se passent à Washington. C'est ce que je trouve un petit peu difficile, et encore une fois, tout dépend du capital politique. On dirait que tout ce qu'ils font, c'est mettre des pions pour l'échiquier de la présidentielle, et ce, pendant 4 ans. Et après ça, nouveau président, pendant 4 ans, on met des pions pour favoriser notre parti, et ça, c'est un cycle éternel présentement au niveau des États-Unis. Bah, d'où l'intérêt, je pense, de consulter House of Cards, qui, je pense, est un peu Absolument. je pense la référence, c'est de savoir comment on travaille à Washington. Évidemment, c'est une fiction, mais c'est quand même assez réaliste, si tu veux. Il y a beaucoup de lobbying, etc. De ma perspective, je trouve que c'est la vision un peu regrettable, en fait, de la politique, la vision cynique, en fait, qu'ont les politiciens. Et je pense que au lieu de travailler dans l'intérêt commun, de travailler, si tu veux, comme ça peut être le cas, par exemple, dans des pays comme, par exemple, la Suisse, ou des pays, par exemple, comme l'Allemagne, où tu peux voir parfois des alliances euh, entre les deux partis principaux et qui sont opposés. Bah, c'est possible, si tu veux, ça fonctionne. Mais sauf qu'aux États-Unis, bah, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est très culturel aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de juger toujours avec nos lunettes, si tu veux, de franco-canadien, je veux dire ça comme ça, ou Mhm. canadien-français, là on pourra faire les deux. Mais c'est assez difficile de juger, si tu veux, avec notre regard, si tu veux, avec notre culture politique qui est complètement différente, si tu veux. Les États-Unis aussi, il faut avouer que c'est un État qui est très décentralisé. Il y a un pouvoir très important des États qui sont... et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle des États unis d'Amérique. C'est une union, mais d'États indépendants. C'est vraiment... c'est une culture qui est très comme ça, évidemment, en Amérique. Et c'est encore une fois, c'est très difficile, si tu veux, de juger. Je te donne un exemple très simple, c'est que d'habitude, tout ce qui est plus des compétences, si tu veux, au niveau du transport, du développement du territoire, de l'économie, etc., euh, de l'éducation, de la santé, etc., c'est des compétences qui sont d'habitude gérées par les États. Par exemple, la Californie, c'est un très bon exemple. L'État de New York aussi, qui sont des États justement qui investissent énormément, par exemple, dans le transport. L'Illinois, évidemment, enfin, il y en a énormément. Puis le fédéral s'occupe beaucoup plus des questions régaliennes, c'est la défense, la diplomatie, donc les affaires étrangères, va s'occuper évidemment de plus de vision globale des choses, évidemment l'économie avec évidemment la politique monétaire, etc. C'est des compétences, tu veux, que l'Américain moyen, si tu veux, n'aime pas que Washington ait son nez partout. Et ce débat, il est aussi vieux que l'Amérique. Donc je me dis d'une certaine façon, la compréhension et la grogne, si tu veux, de quelques sénateurs, évidemment, qui bloquent plus le passage, évidemment, ou le repeal de ce, de ce plafond d'endettement, il est compréhensible parce que le plan d'infrastructure de Biden est effectivement très ambitieux. Il permet, si tu veux, je pense qu'il a un intérêt, si tu veux, de redévelopper, si tu veux, le territoire, mettre de l'emphase sur la transformation énergétique, etc. On en avait déjà parlé sur un petit bout dans des épisodes précédents. Mais ce plan-là, évidemment, a un coût extraordinaire. Évidemment, je pense que il fait en sorte que, si tu veux, le gouvernement fédéral s'occupe de choses qu'il ne devrait pas avoir à faire, si tu veux. Ouais.
Exact. Mais comme on l'a dit, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Encore une fois, on fera pas un autre épisode là-dessus, là, mais on fera un topo, effectivement, dépendamment du résultat final. Comme on l'a dit, il y a trois avenues. Là, on peut pas, encore une fois, prétendre savoir qu'est-ce qui va se passer. On est optimiste sur le fait qu'il va y avoir une conclusion favorable pour tout le monde et pour, encore une fois, l'économie mondiale plus largement. Mais on en reparlera sous peu. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, qui est d'habitude le segment avec lequel on entame le tout, mais on va faire un haut son de la cloche. Parfait. Donc, le deuxième sujet qu'on veut vous parler, encore une fois, on fait un mix, cette fois-ci un petit peu plus, encore une fois, axé marché. On va parler de compagnies listées, là, mais on est encore une fois dans un mix un petit peu politique, là, vous allez voir pourquoi, là, mais on voulait parler de l'annonce qu'il y a eu la semaine passée là, de la part de la compagnie Merck & Co., qui est quand même une avancée assez intéressante. Et il y a eu des commentaires que je vous partagerai là, de haut gradé de la santé américaine qui sont quand même assez optimistes sur ce nouveau remède-là, mais on veut parler de la fameuse du comprimé contre la COVID, du moins contre la COVID, dans la même logique que les vaccins. On va dire contre la COVID, mais c'est officiellement pour assurer le fait que les symptômes vont être réduits au niveau de la COVID. Ça n'empêche pas le fait de l'avoir, mais ça empêche les cas graves. Donc, il y a eu quand même une sortie avec certaines parutions d'essais cliniques sur un comprimé là, que vous pouvez prendre comme n'importe quel bon vieux comprimé que vous prenez, mais qui permettrait d'éviter d'avoir des doses de vaccins périodiques pour des années et des années, comme c'est quelque chose qui semblait être un peu la vision de Pfizer et de Moderna pour les années à venir. Donc c'est une avancée quand même assez intéressante. C'est quelque chose que les gouvernements, et surtout le gouvernement américain, avaient mis beaucoup d'emphase d'une certaine manière, le fait de démocratiser un petit peu la COVID en termes d'accès, non pas juste par des vaccins, mais par d'autres options également. Et d'une certaine manière, ça nous amène un peu d'optimisme, du moins pour moi, avant que je te passe la parole, Gab, là, sur le fait que peut-être que ce virus-là, qui oui est extrême et est très différent des bonnes vieilles grippes, par exemple, qu'on peut avoir, mais pourrait quand même avoir un traitement qui serait applicable pour les années à venir, mais qui serait, encore une fois, de manière très normalisée et très courante dans la société, ce qui permettrait un taux d'immunisation qui serait plus élevé que le fameux débat du vaccin, que ça aurait été n'importe quel vaccin pour n'importe quelle maladie. Il y a beaucoup plus de débats, selon moi, là-dessus que sur un comprimé à avaler pour éviter les mêmes symptômes. Donc, c'est quand même une avancée intéressante. Je vais te laisser la parole, Gab, peut-être avec un petit peu plus d'informations là-dessus et également en termes financiers, parce qu'on a vu un effet quand même assez courant sur les compagnies qui font des vaccins par rapport aux compagnies cette compagnie-là, par exemple, qui offre un comprimé éventuellement. En termes de pharma, il y a eu un certain mouvement en conséquence de cette nouvelle-là et pas des petits mouvements de quelques 1 ou 2%. Le Molnupiravir. Je sais pas comment le prononcer, hein. C'est un peu bizarre comme nom là, mais bon, c'est pas la première annonce qu'on a depuis un an et demi, hein, évidemment depuis le début de la pandémie, évidemment des traitements qui étaient prévus en fait. Et c'est vrai que on est depuis un an et demi, on a toujours eu, si tu veux, de la part des gouvernements, deux façons de penser. C'est soit on investit, si tu veux, dans le traitement, ou soit on révise dans la prévention, si tu veux. Et j'ai l'impression on a pris beaucoup de retard sur le côté traitement. C'est vrai que les campagnes de vaccination ont quand même prouvé de manière générale, si tu veux, une efficacité assez élevée, si tu veux, de l'immunité. Si tu veux. On attend, quand on voit par exemple les derniers chiffres, si tu veux, du Covid, on sait déjà qu'à peu près 10% de la population mondiale évidemment a eu le virus, hein, donc a été malade, et que, bon, d'un point de vue statistique, c'est sûr que le nombre de morts est quand même assez important, évidemment, en termes de chiffres. Pourcentage, il a tendance à se réduire de plus en plus avec les progrès, évidemment, de la vaccination, et ce, malgré l'apparition, si tu veux, de variants, si tu veux, qui sont potentiellement dangereux, là, donc, comme le Delta. Malheureusement, j'y connais pas assez, si tu veux, pour pouvoir émettre, évidemment, une opinion scientifique ou fiable. Donc là-dessus, je vous dirais, renseignez-vous auprès des personnes, des officiels de Absolument. la santé. Et c'est vrai que ce nouveau traitement donc, a été annoncé évidemment par Merck, mais qui est en développement depuis plus d'un an maintenant, apparemment porte ses fruits. Donc le Molnupiravir, donc c'est en tout cas un antiviral de base, là, donc qui avait été à l'origine, qui avait été développé donc pour le traitement de la grippe et qui apparemment réduirait, selon les premiers chiffres, les premières estimations donc du coup du laboratoire Merck qui est basé aux États-Unis, ça réduirait de 50%, si tu veux, les formes graves en plus du Covid. Donc
je sais pas exactement comment calculer ce pourcentage-là. Est-ce que c'est c'est un pourcentage ou est-ce que 50% des gens qui ont eu cette personne-là ont eu des effets positifs, si tu veux, du traitement? C'est les statistiques sont pas comme avec le vaccin où on dit où tu as un taux d'immunisation ou quoi que ce soit. Ça, c'est plus est-ce qu'on est capable de guérir un pourcentage de personnes. Et Merck compte donc du coup déposer, si tu veux, une demande auprès de la Food and Drug Administration ou la FDA dans les plus brefs délais. Apparemment, en tout cas, les chiffres qui ont été donnés par le docteur Anthony Fauci, qui est le monsieur Covid, si tu veux, auprès de l'administration Biden et précédemment Trump, on dit que les résultats étaient impressionnants. En revanche, il faut avouer que c'est pas la première fois, si tu veux, qu'on a des annonces, si tu veux, en grande pompe. On se souvient que l'hydroxychloroquine, en début de la crise en 2020, avait fait beaucoup parler, avec des gens qui littéralement avalaient du liquide pour poisson rouge. Ouais. pour essayer de se soigner. Bon, ça marchait moyen, là, ou essayer de boire du Lysol. Enfin, bref, il y avait des traitements plus ou moins saugrenus, là. Puis, on se souvient aussi de la part de Gilead, tu te souviens du fameux Remdesivir auquel le président Trump avait été soigné avec une thérapie de choc quand il a testé positif. Donc bref, moi j'attends de voir encore une fois un peu l'avancement évidemment de ce médicament qui est pour le moment expérimental et on verra évidemment si il prouve son efficacité de manière concrète, là. Effectivement, mais tu sais, je pense qu'un point intéressant que tu l'as mentionné, c'est de comparer avec les autres types de pilules, là, de médicaments qui avaient été soulevés là, l'année passée, mais comme le bon point que je viens de dire, c'est l'année passée. Il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts liés à la COVID depuis, que de voir un traitement qui s'en vient maintenant, on n'en entend pas beaucoup parler d'autres alternatives et on n'entend plus autant de folie de dire ah ben écoutez, j'ai pris de l'huile de saumon, là, puis ça m'a aidé beaucoup. Là, on dirait qu'on a un peu arrêté cette tangente-là d'avoir un paquet de remèdes soudains ou de trucs qui étaient liés à d'autres maladies. J'ai pris un comprimé contre les allergies, puis je me sens vraiment mieux. Ça aide un peu de voir que ce comprimé-là est réellement développé, non pas pour un autre besoin dans le passé, mais il a vraiment été développé pour la COVID et avec les connaissances et la compréhension de la COVID qu'on a maintenant, qui on s'entend est diamétralement opposé à ce qu'on savait en 2020. En 2020, encore une fois, on savait même pas si tout le monde allait y passer, et maintenant on se retrouve un petit peu dans un retour à une normale, entre guillemets. Donc c'est pour ça que moi je suis quand même assez optimiste de voir ça. Le point que je trouve très intéressant, c'est, tu l'as dit, Fauci et le gouvernement américain ont été rapides à mentionner que c'était quelque chose d'intéressant et que les données, du moins pour l'instant, des premiers essais cliniques étaient quand même assez favorables. On le mentionne souvent et c'est ça dans tous les besoins pour les pharma, dans tout type de traitement, dans tout type de vaccin ou de peu importe, là, mais c'est pas un test qui est favorable qui veut dire que le deuxième et le troisième vont être favorables et que le fameux FDA, le Food and Drug Administration, va être favorable à terme. Donc c'est sûr que c'est très préliminaire malgré tout. Mais l'optimisme, encore une fois, c'est de voir qu'il y a quand même des alternatives qui existent, surtout si on parle en termes financiers. Parce qu'on s'entend, la COVID, c'est quelque chose qui est assez horrible, mais s'il y a bien des compagnies qui en bénéficiaient, c'était les compagnies pharmaceutiques, parce que Pfizer et Moderna, d'une certaine manière, s'assuraient d'avoir des revenus périodiques annuels avec le fait qu'on arrivait maintenant vers une troisième dose, un jour une quatrième dose, un jour une cinquième dose, une sixième dose, etc., et qu'on soit techniquement dans l'obligation, d'une certaine manière, pour maintenir notre immunité, d'aller se faire vacciner couramment. Le fait qu'il y ait d'autres alternatives, encore une fois, moi, on s'entend, la vaccination, pour moi, c'est quelque chose qui est un acquis, donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas de problème avec. Par contre, le fait qu'on ait d'autres alternatives, le fait que la population en général, et encore une fois, tout le monde a droit à son opinion et tout le monde peut décider quelle position ils ont, mais le fait qu'au final, qu'on soit pour ou contre les vaccins, bien, il y a quand même une alternative qui existe, je pense que c'est une bonne chose pour la société. À terme, on s'entend, la COVID ne semble pas être quelque chose qui va disparaître. C'est un virus qui va rester parmi nous et qui va probablement impliquer, de par le fait que c'est très viral, va impliquer d'avoir d'autres protections, d'autres doses, peu importe, là. Donc moi, c'est ce que je vois quand même de manière assez intéressante. Ça favorise aussi en termes financiers le fait qu'on se retrouve avec d'autres compagnies que juste Moderna et Pfizer, par exemple, qui se retrouvent avec des revenus, etc. Donc, moi, je le vois positivement également en termes de la part de la business, malheureusement, il faut le dire, mais la business de la protection contre la COVID dans les pharma qui était centralisée par les 3-4 grandes compagnies de vaccins au monde. Au moins, c'est bien de voir qu'il y a des alternatives. Au moins, c'est bien de voir que d'autres compagnies qui peuvent arriver avec d'autres trucs complètement sont encouragées par le gouvernement américain, sont favorisées également en termes d'investissement par le gouvernement. Je trouve que c'est quand même une bonne chose et ça va peut-être régler certains débats sociaux là, qu'on s'entend qui enflamment chaque pays présentement. Donc, d'une certaine manière, moi, je le vois de manière très positive.
Je sais pas, Gab, si tu veux entraîner ça là-dessus, là, mais juste les cours de vendredi nous montrent quand même assez bien également l'avis des marchés là-dessus, avec la performance de Moderna, là, qui techniquement, Moderna, je pense qu'ils ont perdu moins 11,37 vendredi, alors que Merck a pris 12,3. Donc vous voyez, c'est quand même assez diamétralement opposé. Ça montre, selon moi, que les marchés également sont plutôt optimistes au fait qu'il n'y aura pas un oligopole de la protection contre la COVID au niveau des compagnies pharmaceutiques. Ouais, et puis après, c'est un. Tu le sais, c'est quand même une industrie qui est très controversée, hein, évidemment, le médical, pour une raison qui m'échappe, je dois t'avouer, puisque on fait bien de l'argent sur tout, hein, on fait de l'argent sur le sport, on fait de l'argent c'est sur la nourriture qui est censée être sur l'eau aussi. Et les gens ont tendance à voir, si tu veux, l'industrie pharmaceutique comme quelque chose d'atroce, etc. Alors que c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que c'est un peu dommage d'avoir une vision qui est un peu biaisée, puis je pense qui est fausse de l'industrie pharmaceutique, qui quand même fait énormément de recherches, si tu veux, et ça coûte très cher, si tu veux, de développer des nouvelles technologies qui permettent, si tu veux, aux humains aujourd'hui de pouvoir avoir des espérances de vie très longues, etc. Ouais. On n'aurait pas la qualité de vie qu'on connaît maintenant sans les pharma, mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de briques et ils prennent une brique et un fanal constamment, alors que techniquement, si on est en santé et qu'on peut vivre notre vie maintenant, c'est vrai que c'est en grande partie grâce à ces compagnies-là qui ont toujours un remède à peu près à tout. T'sais. Oui, et puis c'est assez fou de voir aussi, tu vois, que la technologie qui a été développée, par exemple, avec l'ARN messager, encore une fois, j'y connais pas grand-chose, donc je préfère ne pas donner de sottises. Mais apparemment, cette technologie-là aura des applications qui vont être très larges. C'est par exemple le traitement, par exemple, comme contre le cancer, on le sait, là, et puis on l'a appris ce matin que notre cher Bernard Tapie s'est éteint ce matin. Tu vois, c'est peut-être des efforts, des technologies qui vont permettre, si tu veux, de traiter, si tu veux, des maladies, des sales maladies que peuvent être comme par exemple le cancer, etc. Donc, je pense que c'était ma petite interlude, si tu veux, pour dire que de plaidoyer, si tu veux, pour l'industrie pharmaceutique. Après, c'est vrai que c'est une industrie, évidemment, qui évidemment, est, par la définition, si tu veux, de profit, c'est souvent, il y a un côté éthique, si tu veux, qui est parfois un peu controversé, mais en tout cas. Et c'est vrai, tu l'as bien dit, JP, alors on peut voir les changements de course, tu veux, comme quelque chose d'un peu d'assez ironique. Tu vois, Moderna qui baisse et Merck qui monte. Oui, ça paraît cohérent parce que Moderna va avoir ce renouvellement de pilules va être un peu plus, en tout cas de vaccin, va être un peu plus lent. Je pense pas non plus. On pense que maintenant on va avoir besoin de boost annuels, en tout cas pour les personnes immunodépressives apparemment, donc avec par exemple avec un âge très avancé, etc. Ce qui est déjà le cas, hein, par exemple pour la grippe, etc. C'est quelque ça a chose. même déjà commencé. La troisième dose a déjà commencé dans plusieurs pays, effectivement. Ouais, ben je sais, tu vois, par exemple mes grands-parents, c'est leur cas, tu vois, ils se sont vaccinés une troisième fois parce que apparemment le vaccin a une efficacité un peu moindre, effectivement, à partir de quelques mois, mais cette troisième dose permettrait d'avoir une immunité quand même pour plusieurs années. Enfin, on va pouvoir voir, hein, d'ailleurs dans les prochaines années quelle va être l'incidence évidemment de cette immunité collective, on va dire ça comme ça, justement grâce à ces technologies-là. Mais il faut voir évidemment l'apparition évidemment de Merck comme une excellente nouvelle, hein. Moi je pense que c'est une des meilleures nouvelles, honnêtement, de l'année. Non seulement le succès des campagnes de vaccination, combiné, si tu veux, avec un traitement pour les personnes qui, malgré le fait qu'ils aient pu passer, si tu veux, dans le pourcentage des gens qui, malheureusement, par exemple, tombent malades de la Covid. Et j'ai des personnes, même de mon entourage, qui récemment l'ont eu, alors que pourtant, ils sont vaccinés 2 fois. Et bon, c'est une grosse grippe. Donc, tu sais, ce serait bien, tu veux, qu'on ait un traitement qui permette non seulement d'avoir une deuxième phase, tu veux, de traitement complet, si tu veux, de cette sale maladie qu'est le Covid. Pour ce qui est des cours boursiers, c'est sûr que, bon, alors là, et puis j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un exercice qui était intéressant justement pour nos auditeurs. J'ai un peu calculé, si tu veux, les corrélations, si tu veux, des rendements, par exemple, depuis 3 ans, des différentes compagnies de pharmaceutiques. Il faut avouer que Moderna, oui, a baissé parce que effectivement, ils ont monté tellement. C'est une compagnie qui fait plus fois 23 au niveau de son rendement depuis 3 ans. Alors que tu vois, les autres compagnies ont des rendements beaucoup plus petits. Et Merck est à peu près en annualisé sur 3 ans, à peu près à 1%, J&J à 7%, Pfizer à 8,5%.
Et si tu veux, les corrélations entre les différents big pharma, donc vraiment les très grosses compagnies comme Merck, J&J, Pfizer et autres, on est dans des corrélations qui sont à peu près aux alentours des 0,65. Donc c'est quand même des corrélations très élevées. Donc si tu veux, je pense pas que si tu veux que sur une journée ce soit évidemment un indicateur, si tu veux, d'agrégation, tu veux, de toute l'industrie pharmaceutique. Mais en revanche, c'est vrai que c'est assez marrant, évidemment, ce petit roller coaster qu'a Moderna. Faut avouer que c'est un titre qui est quand même pas mal pumpé. Hein, on en avait parlé même, tu vois. Notre cher Thomas, il nous en parlait quasiment à chaque semaine là, pendant la pandémie. Là, donc, à voir comment ça se trame. Mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Là. Exact. Et puis, je pense qu'un point qui pourrait bien conclure l'épisode aussi, là, c'est de voir ça comme étant... tu l'as bien mentionné, tu as parlé de l'immunité collective. Un des problèmes qu'on a présentement, c'est les pays occidentaux se retrouvent présentement avec une troisième vague, alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas encore eu accès à un vaccin pour tout le monde, à une première dose pour tout le monde. Donc je trouve qu'au moins le fait d'avoir des alternatives qui sont peut-être moins coûteuses que la mise en place des vaccins comme un bon vieux comprimé, un bon vieux médicament, je pense que ça aiderait également à assurer que, au final, pour qu'on puisse s'en sortir, c'est pas seulement par nation, c'est pas seulement l'Amérique du Nord est bien vaccinée, l'Europe c'est correct également, ça changera pas grand-chose. Tout dépend de l'éclosion de nouveaux variants et ça, selon moi, ça vient de... il faut que ce soit le plus démocratisé possible l'accès à une forme de médication. Donc, je trouve que le comprimé, on s'entend avec quelque chose qui en général devrait coûter moins cher, devrait être beaucoup plus facile à administrer à tout le monde, partout dans le monde, parce qu'au final, on est tous au même pied présentement et on a tous besoin d'être le plus possible protégés dans le but de s'en sortir. Donc, je pense que c'est un peu ça la manière dont on peut conclure ça et de voir que les marchés boursiers voient vraiment dans le futur, mais techniquement, c'est une très bonne nouvelle également dans le présent, tout ça, même si c'est vraiment très, c'est des premiers balbutiements de ceci, mais quand même assez intéressant et pour l'immunité collective, surtout planétaire. Ouais, et puis c'est quand même aussi, on voit, c'est une annonce, tu veux, qui confirme quand même que les choses commencent à redevenir progressivement, tu vois, à la normale, avec, tu veux, d'un nombre de décès beaucoup plus faible, la fin, si tu veux, des mesures, je pense, de confinement qui me paraissent peu efficaces, si tu veux, peu efficaces au vu, évidemment, des hauts taux de vaccination. On le voit que je pense qu'il y a une corrélation qui est très positive, si tu veux, du facteur vaccin, et qui fait que, aujourd'hui, je pense qu'on est prêt à réouvrir progressivement l'économie. Et puis, si en plus on rajoute ce facteur traitement, je pense que les chances vont revenir à la normale. Puis, tu vois, il faut rester sur une note positive, évidemment, je pense, pour finir l'épisode. Absolument. Donc, tu l'as bien dit, c'est effectivement ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à nouveau pour vos écoutes. Merci pour toi. Je pense qu'on est toujours bien content de maintenir en bon anglais, notre streak là, active au niveau d'un podcast par semaine depuis, ça fait des mois et des mois, là, déjà plus d'un an et demi. Donc on va continuer sur ça et puis c'est le fun parce que je trouve que les derniers épisodes ont été axés sur des sujets quand même assez d'actualité qui semblent vraiment vous intéresser beaucoup, là, qu'on essaie le plus possible de vulgariser en surface et avec, comme tu as dit Gab, certaines statistiques ou certains éléments de Bloomberg qui nous permettent d'aller un petit peu plus en profondeur pour ceux qui s'y intéressent. Donc on va continuer encore une fois à proposer des sujets si vous en avez, ça c'est toujours quelque chose qui est intéressant en commentaire, sinon c'est sûr qu'on risque d'avoir beaucoup de matériel. Une fois que l'été est passé, les marchés boursiers recommencent à être volatiles, on a en masse de sujets, ça je vous garantis, pour compléter la saison 3 d'ici la fin 2021. Je te passe la parole Gab pour le mot de la fin sur où est-ce qu'on peut nous retrouver et qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager le podcast à continuer à être partagé. Oui, puis je tenais à remercier évidemment nos auditeurs aussi pour les excellentes performances je trouve qu'on a eues ces dernières semaines. Je suis vraiment hyper satisfait. Puis JP, tu l'étais quand on a eu l'info. Tu vois, on regardait par exemple sur iTunes au niveau des stats combien on se situait à peu près là-dessus. Et apparemment en France, on est dans le top 10, tu veux, des podcasts. En tout cas dans la section actualité, business news. Donc c'est hyper encourageant. Et puis on vous en remercie. C'est ce qu'on disait, il y a François Langlais, puis il y a JP et Gabriel qui sont juste après. Donc exact, c'est quand même ça montre la force de la communauté. C'est un peu ça que nous, on réalisait pas également. On fait le podcast encore une fois par plaisir et c'est pas quelque chose qui a vraiment porté notre attention, mais ça vous montre, chers auditeurs, que vous êtes pas seuls et le bouche à oreille que vous faites est à la base de tout. Comme on l'a dit, on n'est pas des personnes qui font de la publicité. On est un podcast indépendant qui sommes fiers de l'être également. Donc c'est par vos écoutes, c'est par vos partages que le podcast continue à vivre. Là. Donc soyez fiers de la communauté que vous avez développée, surtout encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique, là, où effectivement là, vous êtes bon nombre et encore une fois par rapport aux communautés de d'autres podcasts, vous êtes vraiment assez notoire. Donc
vous en remercier et continuez ceci. Là, comme on dit, si vous appréciez le podcast, en anglais, on dit, comme je le mentionne souvent, un podcast que j'écoute beaucoup dit be a friend, tell a friend. Je trouve que c'est une bonne manière de voir les choses. Là. C'est le bouche à oreille qui, selon moi, fait en sorte que la communauté est vraiment la plus intéressante et la plus bâtie sur des personnes relativement similaires les uns aux autres et non sur un paquet d'auditeurs un peu épars et non impliqués. Là, je trouve que notre communauté est très impliquée, ce qui est très bien. Ouais, et puis ce qui est vraiment cool aussi, c'est oubliez pas, on le dit toujours, mettez de liker la vidéo sur YouTube, de mettre vos commentaires, etc., de le partager, comme tu l'as bien dit, JP, au bouche à oreille, c'est les meilleures références qu'on puisse nous faire. Puis tu vois, ça porte ses fruits, parce que tu vois, par exemple, côté canadien, on est le deuxième podcast, comment dire, business news, encore une fois, francophone. Donc tu veux, on est super, on est vraiment ravis, puis c'est vraiment grâce à vous qu'on existe. Donc évidemment, n'oubliez pas, toutes les plateformes en revanche audio existent toujours, Spotify, Apple Podcast, encore une fois, et toutes les autres en fait. Vous avez juste à taper, même dans Google, l'état financier, je suis quasiment sûr que vous nous trouverez. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une très belle semaine et je te remercie JP. Bonne semaine tout le monde. Salut.